Partie de cette édition Soir d'Info, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Yorodia, politologue et ancien ministre. Yorodia, bonsoir. Bonsoir Souleymane. Alors merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer la situation en Guinée-Bissau et plus généralement la situation politique et sécuritaire dans la sous-région ouest africaine. Le dernier développement dans la crise en Guinée-Bissau, c'est la commission électorale qui, par la voix de son secrétaire exécutif Idrissa Diallo, se dit dans l'impossibilité de publier les résultats des élections présidentielles et législatives. Selon la CNE, les conditions logistiques et matérielles ne sont pas réunies pour conclure le processus électoral et proclamer les résultats, le matériel ayant été détruit par des hommes armés et aucun procès verbal n'ayant pu être préservé. Quelle est votre réaction à cette évolution dans ce dossier? Merci beaucoup Souleymane et puis bonsoir à tous vos auditeurs. Mais ce qui se passe en Guinée-Bissau, ça montre la justesse de ce que dit le grand maître Babacar Justin Ndiaye. Justin dit, et il a raison, que dans un pays, l'État a son armée, sauf dans deux pays, la Guinée-Bissau et l'Algérie. Il dit en Guinée-Bissau et en Algérie, c'est l'armée qui a son État. Et donc on comprend un peu ce qui se passe. Comment l'expliquer? C'est un peu la lutte de libération. En Algérie et en Guinée-Bissau, les maquisards, les combattants de libération, pour eux, ils ont libéré le pays et donc ils sont légitimes, donc ils doivent avoir un droit de regard sur ce qui se passe dans ces pays. Mais ça c'est logique, comme à la limite c'est un coup d'État, ils ont voulu arrêter le processus électoral, c'est parce qu'ils ne voulaient pas que les résultats soient connus. Le deuxième enseignement qu'on peut en tirer, c'est que le cercle de feu se referme sur le Sénégal. Oui. Aujourd'hui, nous devenons le dernier îlot de démocratie, le dernier îlot de stabilité. Au nord, nous avons des militaires. À l'est, nous avons des militaires. Au sud, dans les deux sud, les deux Guinées, nous avons des militaires. Ça montre que le cercle de feu se referme autour du Sénégal. Mais dans ce contexte-là, comment analyser la réaction du Sénégal face à cette crise? On a eu des réactions un peu plus fermes, un peu plus proactives du Sénégal quand des situations similaires se sont présentées soit en Guinée-Bissau, soit dans d'autres pays de la sous-région. La réaction du Sénégal, pour tout ce qui concerne la Guinée-Bissau, la Gambie, pour le Sénégal, ce n'est pas un problème de politique extérieure, c'est forcément un problème de sécurité nationale pour une raison évidente, le conflit en Casamance. Le conflit en Casamance, on a eu une longue accalmie parce que grâce à la politique extérieure du Sénégal, on dit que les démocraties ne se font pas la guerre. Quand la Guinée-Bissau est redevenue démocratique avec l'élection de Mbalo, il n'a pas accepté de servir de base au MFDC. Quand, grâce au Sénégal, le Sénégal a envoyé son armée en Gambie pour chasser Yahya Jammeh, la Gambie est redevenue démocratique. Donc les démocrates ne se font pas la guerre. Ce qui fait qu'aussi bien la Guinée-Bissau que la Gambie n'acceptent plus que les MFDC utilisent leur pays comme base, comme base arrière. Donc ça, c'était la politique extérieure qui était venue à régler un problème de sécurité nationale. Maintenant, il faut rassurer les Sénégalais. Quelle que soit la situation qui se passe en Guinée-Bissau, quelle que soit la situation qui se passe en Gambie, il n'y a pas de matière à avoir peur parce que notre grande armée a déjà gagné la guerre. Je donne un exemple. Dans les années 90, le MFDC était très puissant et avait le soutien de la Guinée-Bissau et de la Gambie. Moi, j'avais toujours dit que le Sénégal gagnerait la guerre en Casamance le jour où l'armée serait capable de contenir le MFDC à l'intérieur et de faire face à deux fronts. Et ça, c'est arrivé dans les années 90 et malgré tout cela, l'armée a tenu et a gagné la guerre. Mais aujourd'hui, le MFDC en est réduit à une simple, enfin comme pour citer Macky Sall, est réduit à sa plus simple expression. Donc quelle que soit la situation, ça veut dire que ça c'est de la géopolitique. Un pays doit se donner les moyens d'assurer sa sécurité. Seul il le faut, en collaboration avec les autres si nécessaire. Avec l'appui extérieur du président Macky Sall, c'était en collaboration avec les autres. C'est pour ça qu'on a eu cette accalmie. Maintenant, le Sénégal s'est donné les moyens, quelle que soit la situation en Guinée-Bissau et en Gambie, de sécuriser et de veiller sur l'intégrité du territoire. Le point de référence, c'est dans les années 90. On affrontait le MFDC qui avait sur deux fronts en fait. Sur le front sud, parce que la MFDC avait une zone de repli en Guinée-Bissau, et le nord, parce que Yahya Jammeh, tout le monde le sait, et puis le jour, il disait au Sénégal qu'il l'aidait, et puis le soir, il armait le MFDC. Alors, avec le nouveau régime, on va rester sur la Guinée-Bissau, le régime qui est en place, le régime militaire. Certains pensent que c'est le régime qui continue la gouvernance du président déchu, un peu Omar Sissoko Embalo. Avec ce gouvernement-là, est-ce que le Sénégal
va pouvoir continuer à travailler avec la Guinée-Bissau à la sécurisation de sa frontière, mais plus largement à une coopération sécuritaire et même au-delà de la sécurité, et poursuivre aussi les efforts de paix avec le MFDC et les autres parties prenantes. Mais j'en suis convaincu que les militaires vont vouloir collaborer avec le Sénégal parce qu'ils vont chercher à se légitimer pour éviter le splendide isolement dans lequel ils ne veulent pas s'enfermer. Aujourd'hui, il y a une sorte de consensus en Guinée-Bissau. Vous vous souvenez de l'opération Gabou, quand le Sénégal est intervenu en Guinée-Bissau. Depuis lors, les voisins du Sénégal, que ce soit la Gambie ou la Guinée-Bissau, ils se disent que le Sénégal est une puissance militaire sous-régionale. On n'a pas intérêt à jouer avec le feu au Sénégal. Aujourd'hui, on a cette sorte de consensus et je suis sûr que dans la continuité des Embalo, les démocrates ne se faisant pas la guerre, les militaires aussi sur le plan géopolitique et sur le plan stratégique vont vouloir avoir les meilleures relations, les meilleures relations avec le Sénégal. Ça, c'est côté Guinée-Bissau. Côté Sénégal, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les manœuvres nécessaires pour faciliter justement cette huiler cette relation davantage? Le Sénégal a un rôle central parce que, comme je disais tantôt, ce n'est pas un problème de politique extérieure, c'est un problème de sécurité nationale. Donc on ne peut pas avoir le même point de vue que le Nigeria sur la question. Et c'est comme quand il fallait faire partie à Yamé. Le Sénégal ne pouvait pas avoir le même point de vue que le Nigeria ou la Sierra Leone sur la question gambienne. Donc il faut que le Sénégal le traite comme un problème de sécurité nationale. Mais il semble quand même que le Sénégal ne parle pas d'une seule et même voix. Dommage. Le président de la République qui est plutôt silencieux sur cette question, le Premier ministre qui est plus affirmatif, qui est plus présent, mais qui semble ramer à contre-courant de tout ce que le Sénégal a fait jusqu'à présent dans cette affaire, notamment en accueillant même de façon temporaire Omar Sissoko Embalo. C'est dommage parce que dans la tradition et puis la politique extérieure, la politique de défense, ce sont des domaines réservés du président de la République. Et je pense que cette immixtion du Premier ministre sur la question de la Guinée-Bissau est une immixtion fort malheureuse. Le président Embalo a séjourné à Dakar et puis là, je pense que le président Bassirou Diomaye Faye a bien manœuvré. Parce que il a participé à une réunion immédiatement après le coup en visioconférence avec ses pairs de la CEDEAO et il va se rendre le 14 décembre prochain à un sommet en présentiel, toujours sur la question de la Guinée-Bissau. Donc, évidemment, ça peut être un silence stratégique, mais ce n'est pas signe d'inaction. Et le Sénégal est bien présent, sauf qu'il y a quand même des parasites dans la communication. Non, mais il faut qu'on retourne à l'orthodoxie. La politique extérieure, c'est le domaine réservé du président de la République. Donc, il faut que le Premier ministre se cantonne à son rôle qui est la gestion de la quotidienneté. C'est pas le travail du Premier ministre. Mais sur les questions de politique extérieure, le Sénégal ne peut pas avoir deux positions, deux voix. Ça fragilise les diplomates, ça fragilise l'armée et ça crée une certaine cacophonie au niveau le plus élevé. C'est pas bon pour l'image du Sénégal parce que quand même le Sénégal a des traditions diplomatiques très fortes. Nous avons un leadership diplomatique très fort. C'est parce que nous on a toujours respecté les traditions. La tradition, la règle fait que la politique extérieure est un domaine réservé du président de la République. Maintenant, le président Mbalo qui s'installe à Brazzaville, et ça c'est l'usage que nous avons en Afrique. Chaque fois qu'un président perd le pouvoir, il sort de la sous-région. Il sort de la sous-région parce que c'est trop sensible que Mbalo reste à Dakar. C'est peut-être pour ça qu'il y a Yaya en Guinée équatoriale. Mais en matière de politique extérieure, on a des diplomates qui sont chevronnés, qui sont très bien formés, et le président de la République, le chef de la diplomatie, laissons le président de la République et les diplomates régler le problème. Et j'estime que M. le Premier ministre du Sénégal a suffisamment de choses à faire pour ne pas parasiter l'action diplomatique. Est-ce que le Sénégal doit prendre le lead au niveau sous-régional sur cette question-là? Pour l'instant, ce n'est pas acquis, ni avec la participation du président de la République à la visioconférence. On n'a pas l'impression qu'il en prend le chemin en vue du sommet en présentiel. Et surtout, le Sénégal n'était pas présent dans la délégation de haut niveau qui a été dirigée par le président de la Sierra Leone, Escalité bien naturellement, CEDEAO. mais voilà, de la CEDEAO. Mais quel positionnement du Sénégal
dans toutes ces démarches diplomatiques le Sénégal doit mener de l'île, parce que comme j'ai dit, c'est un problème de sécurité nationale. Ça veut dire que, comme disent les Américains, not in my backyard. C'est-à-dire que le Sénégal est une puissance militaire sous-régionale. Le Sénégal, sur la Gambie, la Guinée-Bissau, le Sénégal doit appliquer une certaine politique de Monroe, doit avoir un truc une certaine droit de regard. Mais il faut le faire avec finesse et avec diplomatie. Ça veut dire que pour la Guinée-Bissau, et puis c'est un pays frontalier, c'est un pays voisin, les canaux diplomatiques, les réseaux personnels du Sénégal. C'est lusophone. Oui, même si on a en partage c'est le charme du Sénégal, le CFA c'est le charme du Sénégal. Le Sénégal est un pays exceptionnel. Nous sommes probablement le seul pays africain à avoir un voisin arabophone, la Mauritanie, à avoir un voisin ludophone, à avoir un voisin anglais. Ça, c'est le truc du Sénégal. C'était, comme je dis, le truc, l'universalisme de Senghor. Le Sénégal est un pays de grande diplomatie, de tradition de dialogue, et c'est pourquoi sur la question de la Guinée-Bissau, le leadership du Sénégal doit être naturel. Parce que pour nous, c'est un problème de sécurité nationale. On a d'excellentes relations avec la Guinée-Bissau, comme l'a montré depuis toujours d'ailleurs. Donc le leadership du Sénégal soit naturel. Mais pour que le leadership soit naturel, il faut que le Sénégal parle d'une seule et même voix. Ça, c'est en interne. Mais avec les autres acteurs, on a vu par exemple que le président capverdien s'est retiré au dernier moment de la délégation qui devait se rendre en Guinée-Bissau, José Maria Neves. Est-ce que le Sénégal doit se rapprocher du Cap-Vert et peut-être d'autres de la puissance de la sous-région, le Nigeria, pour évidemment nouer une alliance suffisamment solide pour peser sur les décisions qui vont être prises? L'alliance doit se faire entre le Sénégal et le Cap-Vert, parce que pour l'histoire et puis pour l'indépendance de la Guinée-Bissau, c'était le PAIG, c'est Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et des îles du Cap-Vert. Donc naturellement, tout ce qui touche la Guinée-Bissau, c'était presque le même pays pendant la colonisation. Tout ce qui touche la Guinée-Bissau, touche le Cap-Vert. Tout ce qui touche la Guinée-Bissau, touche le Sénégal. Donc le leadership du Sénégal est naturel, mais il faut qu'il le fasse en partenariat avec le Cap-Vert. Le pays le plus proche de la Guinée-Bissau, historiquement, ethniquement, culturellement, c'est le Cap-Vert. Et c'est là où c'est intéressant ce qui se passe. Quand on voit ce qui se passe, le cercle de feu qui se referme autour du Sénégal, nous sommes le seul pays à n'avoir jamais connu une rupture anticonstitutionnelle. Et c'est pourquoi je dis toujours, il faut que le Sénégal développe un patriotisme institutionnel. Les Allemands parlent de patriotisme constitutionnel, la constitution qui date de 1949, c'est ça qui a permis l'émergence de l'Allemagne. Et quand on voit l'histoire du continent, depuis 60 ans, nous sommes le seul pays à n'avoir jamais connu une rupture anticonstitutionnelle. Donc ce que j'appelle le patriotisme institutionnel, c'est faire confiance à nos institutions, à notre administration, à notre magistrat, à nos diplomates, et se concentrer sur l'essentiel. Je pose souvent le patriotisme institutionnel et le patriotisme émotionnel de notre Premier ministre. Et ce qu'il a fait sur le truc de la Guinée-Bissau en disant, quel mot il a employé, c'est une combine. C'est une combine, mais ça c'est du patriotisme émotionnel. Mais donc on ne peut rien faire avec un patriotisme émotionnel. Donc il faut que notre Premier ministre sache raison garder, que le Sénégal développe le patriotisme institutionnel en disant on a un avantage comparatif, on n'a pas un problème institutionnel, on n'a pas un problème politique, et qu'on se concentre sur ce que le fondateur de Singapour appelait le patriotisme productif. Mais il faut que notre Premier ministre arrête son patriotisme émotionnel. C'est pas bon pour le pays, c'est pas bon pour notre politique extérieure. Vous l'avez dit à 2 reprises, le cercle de feu se referme sur le Sénégal, l'étau se resserre sur le Sénégal. La question qui s'impose, c'est comment gérer cette situation, limiter les dégâts et surtout se sortir de cet étau-là. Non, on va s'en sortir on va s'en sortir pour 2 raisons. Parce qu'en sciences politiques, on dit les démocraties gagnent toujours les guerres. Et quand on voit 45, 39, Hitler puissant, mais il finit par perdre face à une petite île qui s'appelle l'Angleterre. Quand on voit le Japon, tout cet armada, il est battu chez lui par les Américains. Les démocraties gagnent toujours les guerres. Et le Sénégal est une démocratie. Et quand vous êtes dans une démocratie, le pouvoir est légitime. Et quand un pouvoir est légitime, il peut mobiliser l'armée. Quand un pouvoir est légitime, l'armée reconnaît le primat du civil sur le militaire. Il faut que le Sénégal développe ce patriotisme institutionnel. On a une grande armée. L'armée du Sénégal a compris depuis le début, Fodé Kaba, Gabou, qu'un pays ne sous-traite jamais sa sécurité. Voilà, on a fait Fodé Kaba, on a fait Gabou, on a fait Fodé Kaba 2, parce que l'État du Sénégal, depuis le début, a compris qu'à la question de sécurité nationale, un pays ne sous-traite jamais sa sécurité. Le Sénégal n'a pas fait l'erreur que le Mali a fait. Dès le début, ils ont fait appel à la France est partie, ils ont fait appel à la Russie. Dans les autres pays aussi, les gens ont tendance à sous-traiter leur sécurité. Le problème de la Guinée-Bissau, c'est que ils n'ont pas l'avantage comparatif du Sénégal qui s'appelle
une armée et des institutions. Ici, l'armée est soumise au pouvoir civil. En Guinée-Bissau, comme c'est le PAIGC qui a libéré le pays à la suite d'une armée, le PAIGC est convaincu que l'État lui appartient. Et la même chose en Algérie. Ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, c'est passé en Algérie dans les années 90. Quand le fils a gagné le premier tour des élections, l'armée a estimé que non, la démocratie là, il faut que ça a des limites. Et c'est pourquoi j'aime bien la comparaison que le doyen Babacar Hussein Ndiaye fait entre l'Algérie et la Guinée-Bissau. Je rappelle sa formule. Dans un pays normal, l'État a son armée. En Guinée-Bissau et en Algérie, c'est l'armée qui a son État. Alors, toujours au niveau sous-régional et au plan sécuritaire, bien naturellement, l'autre préoccupation, c'est la frontière avec le Mali, avec la poussée djihadiste vers Bamako, mais aussi avec voilà, cette poussée aussi vers l'Atlantique. Quelle stratégie, d'après vous, au plan purement science politique, pas stratégie militaire, mais pour justement, faut-il desserrer l'étau, peut-être être un peu plus proactif, anticiper sur les choses, ou rester conservateur en essayant de garder intactes nos frontières et centrer et concentrer toutes nos forces à la défense de notre intégrité territoriale. Non, mais je pense que l'armée du Sénégal n'a pas fait la même erreur que le Mali. Quand l'armée française est intervenue pour arrêter les djihadistes sur la route de Bamako, à l'époque, au BEMS, Bureau militaire d'enseignement supérieur, j'avais dit aux officiers que les Français vous accordent un sursis stratégique. Mais le peu que je connais du Mali, je ne pense pas que le Mali va se relever, pour deux raisons. Les forces expéditionnaires, je le rappelle souvent, ont deux ennemis imbattables. Le temps, parce que vous venez en appoint d'une armée et puis les gens que vous combattez sont sur place. Et comme disent les gens du MNLA, les djihadistes, nous sommes dans l'adresse des Diforas depuis le néolithique. Les Français sont venus une fois, c'était la colonisation. Ils ont resté 80 ans. Cette fois, ils ne vont pas encore rester 80 ans. Et je leur dis, écoutez bien le discours des djihadistes. Ça veut dire qu'ils jouent sur le temps. Tôt ou tard, la France partira. La France partira. Le Mali n'a pas utilisé le parapluie français, ce sursis stratégique, pour se mettre à niveau. Par contre, le Sénégal l'a fait. Aujourd'hui, quand tu vois, l'armée du Sénégal a fait un grand camp à Goudiri. Le verrou de Goudiri. Autre jour, en termes d'innovation, le Sénégal est sorti des sentiers battus. Parce qu'en termes de stratégie militaire, on voit que c'est le Garci, la gendarmerie, qui est aux avant-postes, et puis derrière, il y a l'armée. Et je pense qu'aujourd'hui, le seul débat du Sénégal, c'est comment sécuriser notre flanc Est. Et comme disent les Anglais, j'aime bien la doctrine militaire des Anglais. L'Angleterre n'a pas d'amis permanents, ni d'ennemis éternels. La seule constante pour l'Angleterre, c'est de défendre son île. Seul sur le faux, en partenariat si nécessaire. S'il n'y a personne pour nous aider, on le fera seul. Et c'est ça qui fait que depuis Guillaume de Normandie, l'Angleterre n'a jamais été envahie. Napoléon, malgré toute sa puissance, qui avait dominé toute l'Europe, n'a pas réussi à envahir l'Angleterre. Hitler a essayé lors de la Deuxième Guerre mondiale, il n'a pas pu. Le Sénégal l'a fait dans le cadre d'un partenariat. C'est pourquoi quand il y a eu le débat sur le G5 Sahel, est-ce que le Sénégal doit faire partie? J'avais dit, mais le Sénégal ne doit pas perdre du temps. C'est un débat sur le sexe des anges. Être membre du G5 Sahel ou ne pas être membre n'est pas important en soi. Mais ce qui est important, doit coopérer et travailler avec le Mali, le Niger, le Burkina Faso. C'est la doctrine anglaise. Défendre notre île en partenariat, si nous le pouvons, et seul si c'est nécessaire. Ce que les Américains reprendront sous la doctrine de Clinton. Multilatéral when we can, unilatéral when we must. C'est là où il y a le Sénégal. Le Sénégal, c'est le multilatéralisme. L'amunissement, on a envoyé nos soldats, Gao, tout ça. On a voulu aider le Mali à arrêter les djihadistes au nord, ça n'a pas marché. On a essayé d'aider le Mali à arrêter les djihadistes au centre, ça n'a pas marché. Maintenant que les djihadistes sont à nos frontières, le multilatéralisme, c'est fini. Maintenant, la seule constante, c'est de se donner les moyens de défendre notre flanc Est. Et je pense que toute l'énergie de notre Premier ministre, du président de la République, doit être concentré vers cet objectif. Ces questions géostratégiques. Peut-être il nous reste 2 minutes pour parler quand même de nos relations avec 2 pays qui sont très importants pour le Sénégal aussi. C'est au nord avec la Mauritanie et évidemment la Gambie où on s'achemine vers une élection très très importante dont le résultat déterminera quand même beaucoup de choses dans la stratégie du Sénégal pour assurer sa sécurité, y compris en partenariat avec la Gambie. Non, mais pour la Gambie, vraiment, je ne me fais pas toucher. La Gambie, il n'y aura aucun problème. Parce que souvent, quand on dit exception démocratique en Afrique, c'était 3 pays.
le Sénégal, le Botswana et la Gambie. Les gens oublient qu'avant le coup d'État de Yaya Jammeh, que j'appelais le Nero de Banjul, la Gambie était une démocratie. La Gambie est une démocratie. Et quand, comme je l'ai dit à l'époque, la Gambie, Yaya Jammeh était une sorte de virus. Mais quand le Macky Sall a exfiltré le virus, la Gambie a retrouvé naturellement son organisation démocratique, ses réflexes démocratiques. Donc, Gambie, il n'y a pas de problème, c'est une vieille démocratie. La parenthèse Yaya Jammeh est une parenthèse malheureuse. Maintenant, la Gambie est redevenue démocratique. Donc, pas de souci pour la Gambie. Vous pensez qu'il n'y a pas de risque non, il y a un risque. Non, c'est une vieille démocratie. C'est une vieille démocratie. Les 3 pays, pendant l'ère des partis uniques, des présidences à vie, les 3 pays démocratiques en Afrique, c'était le Sénégal, le Botswana et la Gambie. Alors, la Mauritanie maintenant? Non, la Mauritanie aussi, il n'y aura aucun souci. Tu sais pourquoi? Quand des pays ont du business en commun, ils ne font pas la guerre. Les enjeux du pétrole et du gaz pour le Sénégal et la Mauritanie sont tellement importants qu'à la limite, la Mauritanie va devenir la plus grande alliée du Sénégal. Et je rappelle souvent aux étudiants que le modèle européen n'est rien d'autre que ça. Les Européens, à partir de 1945, ont décidé de remplacer la guerre par l'économie comme mode de régulation de leurs affaires. Ils ont décidé aussi d'utiliser la démocratie comme moyen. C'est pourquoi l'Europe vient de connaître sa plus longue paix, 80 ans. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire européenne. L'Europe, c'était le continent de la guerre. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, guerre des 100 ans, guerre des 7 ans. Avec la Mauritanie, je disais récemment à Tanger, là, au Meddays, je viens des Meddays, je leur disais qu'en 1989, le Sénégal et la Mauritanie ont failli se faire la guerre à cause d'un conflit entre des paysans et des éleveurs. Mais aujourd'hui, s'il y a un conflit entre des paysans et des éleveurs, ça va relever de sous-préfets. Donc, des pays qui font du business ne font pas la guerre. Le Sénégal, il y a le MPS, il y a GTA, bien naturellement. Il y a le pétrole et le gaz. C'est tellement important que les conflits de voisinage, de population, d'éleveurs, aujourd'hui, ça relève de sous-préfet. Donc aujourd'hui, comme je dis, quand on va dans la sous-région, le cercle de feu c'est enfermé autour du Sénégal. Tous nos voisins, maintenant, c'est des militaires. Soit des militaires, c'est des djihadistes. Donc le Sénégal, qui est l'îlot de démocratie, ce qui fait la force de notre armée, ce qui fait la force de notre pays, c'est 2 choses. C'est la démocratie et des institutions. Et les démocraties gagnent toujours les guerres, et ça, l'histoire l'a montré. Merci Yoro Dia, ancien ministre, politologue, qui était notre invité ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la TFM.